Voilà, bonjour à tous pour cette présentation d'Arcane sur comment sauver une entreprise en tentant d'imposer un plan aux créanciers pour commenter après la nouvelle loi, après l'implantation de la directive, c'est-à-dire avec une procédure de classe. Alors on sait bien évidemment que chaque entrepreneur a envie de trouver une solution à son endettement. Ce qu'il veut, c'est évidemment éviter la liquidation, la disparition de son activité, surtout s'il la croit viable et restructurable. Il veut se faire aider parce que s'il en est là, c'est qu'il n'a pas toutes les solutions à lui tout seul. Il faut notamment qu'il restructure son activité et qu'il la refinance. Mais il faut évidemment trouver une proportion juste au traitement des créanciers, parce que d'une part, ces créanciers resteront plus tard des fournisseurs, le marché retiendra qu'il a eu une restructuration, et d'un autre côté, il faut traiter les créanciers d'après leurs droits, parce que eux ont contracté dans une certaine prévisibilité de leur situation, de ce qu'allait leur arriver, et ça c'est le crédit, c'est-à-dire que si on ne fait plus attention à la prévisibilité, on ne donnera plus jamais de crédit à quelqu'un qui détrompe les prévisibilités de celui qui donne du crédit. Enfin, il faut, dans la mesure du possible, essayer de préserver l'intérêt des actionnaires. Alors, comment faire tout ça? La nouvelle loi, en Belgique en tout cas, a apporté des solutions originales. D'abord, on peut le faire dans une procédure confidentielle, c'est-à-dire qui ne sera pas connue, qui ne sera pas secrète, mais qui ne sera pas publique. On pourra le faire dans une procédure publique, et on pourra le faire dans une situation qui affecte ou non les Alors, je n'ai pas encore l'occasion de vous le dire, mais dans la loi belge, les PME ont le choix entre une procédure avec classe ou une procédure sans classe. Les grandes entreprises doivent choisir la procédure avec classe. Et donc, j'ai un peu essayé de vous expliquer là sur ce slide les différences entre la procédure avec classe et sans classe. La majorité pour faire approuver un plan est très différente. Sans classe, c'est 50% en nombre de créanciers plus 50% en montant de créances et encore en principal et intérêt. Pas toujours facile d'atteindre ce seuil. Alors qu'avec des classes, on va voir que dans quelques minutes, c'est une règle de majorité qui, au maximum, avec des conditions et des conséquences, permet d'imposer un plan avec une classe de créanciers qui représenterait très peu de créanciers en montant. Grosse différence. D'autre part, la situation de l'actionnaire est différente dans les deux, c'est-à-dire qu'en réalité, dans la première, il y a la possibilité d'affecter les actionnaires aussi, mais on ne dit pas comment, avec quelle référence, quel rapport d'échange. Dans la deuxième, il y a une discussion sur la valeur qui protège l'actionnaire, qui protège les créanciers. Et enfin, pour les créanciers, c'est très très différent. Dans la première, il faut normalement payer un minimum de 20%, et il faut payer autant que ce qu'on paye au meilleur des créanciers aux créanciers institutionnels, l'ONSS par exemple, ou l'URSSAF en France, mais c'est l'ONSS en Belgique, ou le précompte professionnel, tandis que les créanciers extraordinaires, c'est-à-dire les hypothécaires ou les gagistes, doivent être payés normalement en 24 mois, sauf un accord contraire. Et là, dans la procédure avec classe, la situation va être différente. Le minimum résultera d'un calcul de valeur, ce qu'on appelle la règle de priorité, mais en définitive, il n'y a pas de minimum. On voit bien qu'il faut bien réfléchir à quelle procédure utiliser. Alors j'ai voulu prendre un exemple tout à fait concret. Il s'agit d'une entreprise qui intervient dans la maintenance mécanique lourde, notamment chez Arcelor et Liberty, mais qui intervenait chez Carmeuse ou chez Imeris à Electrabel, qui a à peu près 47 équivalents temps plein, et qui, pour une série de raisons, mais essentiellement la fermeture de Liberty, qui lui a fait perdre 1,5 million de chiffre d'affaires et il a fait perdre surtout des créances très importantes, irrecouvrables dans la PRJ puis la liquidation de Liberty, il y a un passif très important. Vous l'avez devant les yeux, 2,5 millions, avec 728 000 de garantie, 1,187 million de privilégiés, mais quand même 643 000 de chirographaires. Si on veut sauver cette entreprise, il faut un allègement du passif, et l'allègement estimé est de l'ordre d'1 million. Vous l'avez devant les yeux, il faut que les institutionnels acceptent d'être payés de 20 à 20%, donc d'être abattus de 80%, et il en est de même pour les chirographaires, puisque pour les garanties, il sera difficile de les abattre pour des raisons qui seront évoquées un peu plus loin. Alors c'est un bon exemple de la PME qui choisit d'utiliser la procédure avec classe, parce que quand on regarde ce passif
de 2 559 000. Si on regarde qui va voter oui et non, et en réalité, le vote qui est exprimé là est un vote qu'on a pu tester, puisque c'est un dossier réel qui a été soumis à la procédure ancienne, mais on s'aperçoit que si tous les créanciers chirographaires venaient voter, on serait minoritaire. On aurait un oui pour 1 15 000 et des non pour 1 544 000. On n'aurait donc pas la majorité de 50% en nombre et en volume de créanciers. Donc ici, il aurait fallu pouvoir procéder à la procédure avec des classes. Alors c'est vraiment ce point qui change, c'est comment on impose le plan, puisque ce n'est pas 50% de la totalité des créances et du nombre de créanciers. En fait, il y a 4 cas. Le premier cas, c'est on a fait des classes, il faudra encore définir un peu plus tard ce que c'est une classe, mais on a fait des classes, et toutes les classes, 5, 6, 7, 8, vont être d'accord. Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de chaque classe, 50% des créanciers sont d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si toutes les classes sont d'accord, c'est 50% des créanciers répartis en classes qui sont d'accord. Une deuxième hypothèse, c'est lorsqu'il y a une majorité des classes. Il y a 7 classes, il y en a 4 qui disent oui. Là, il y a une majorité. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une condition supplémentaire, c'est qu'au moins une classe de garantie, les hypothécaires, les gagistes, et ou une classe de privilégiés spéciaux, le sous-traitant, le transporteur, le vendeur impayé, qui vont accepter de voter le plan. Mais il y a une troisième hypothèse. Une classe peut imposer le plan, une seule, sur 7 ou 8 ou 9 ou 10, à condition qu'elle soit dans la valeur en activité. On va devoir bien sûr définir cette notion. Et puis on oublie souvent une quatrième règle, c'est que si on parvient, il faut encore y parvenir, à ne faire que 2 classes, eh ben, si une classe dit oui, une classe dit non, le plan est supposé être approuvé. Ça veut donc dire qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, mais qu'on va devoir bien sûr, dans pas très longtemps, examiner la notion de classe. Alors là, vous avez sous les yeux le texte légal qui identifie bien les 4 règles d'approbation des classes que je viens de vous indiquer. Si on applique au cas d'espèce, ben voilà des classes, par exemple 7 classes, le facteur, le leaser, les travailleurs, les institutionnels, les fournisseurs, les stratégiques, les intercos. Eh bien, dans la première hypothèse, toutes les classes voteraient oui. Bon, ben voilà, c'est pas très probable puisqu'il y a l'ONSS qui va être abattu de 80%. Deuxième situation, une majorité de classes, c'est-à-dire 4 sur 7, et une classe de garantie, ben, le facteur ou le leaser dans le cas d'espèce, vous voyez, c'est pas des montants importants, vote avec le plan est approuvé. Troisième situation, une classe, par exemple les intercos, toute petite créance, ou les stratégiques, 3 000 euros, vote à condition que la valeur de l'entreprise dépasse la valeur des garanties, c'est-à-dire 728 000 euros dans notre exemple. Bah, c'est quand même assez probable. Et puis, pourquoi pas faire 2 classes? Est-ce que c'est possible ou pas? On y reviendra dans quelques minutes quand on définira la valeur de classe, mais on voit bien évidemment que plusieurs solutions s'imposent. En fait, le raisonnement est inverse. Si j'ai au moins une solution dans laquelle j'ai une classe, ben, il va être possible de dire aux autres, de toute façon, je peux imposer le plan. Ça va permettre de négocier le plan de manière différente. Certes, dans la dernière situation, une classe, il restera la question de la valeur, qui est forcément quelque chose de discutable. Donc si je veux être moins en danger, je vais m'arrêter à la règle d'avant, une majorité de classes avec un vote d'une classe, ça c'est pas discutable, il faut que je l'obtienne, mais c'est pas discutable. Et si j'ai encore des doutes sur le fait que cette classe veuille voter avec moi, ben, il faut que j'arrive à convaincre la majorité de chaque classe. C'est en fait comme ça que ça se passe, toujours sous réserve de faire 2 classes. Je prendrai tantôt un exemple pour illustrer le cas dans lequel 2 classes sont imaginables après vous avoir expliqué la notion de classe. En réalité, ces règles en fait expriment une idée assez simple. C'est que si une classe est toujours dans la valeur économique de l'entreprise, on ne voit pas pourquoi on lui imposerait de perdre quelque chose. Inversement, si une classe est sûre d'être payée en cas de faillite, on ne voit pas pourquoi on pourrait non plus lui imposer de perdre quelque chose. C'est entre ces 2 bornes, la valeur de liquidation, ce que tout le monde aura, et la valeur en activité, que se situe l'intérêt des créanciers à voter un plan. C'est ce qui est exprimé sur la slide, c'est pas moins no worse off en anglais que ce que j'obtiendrais d'une faillite, mais au moins l'alternative relevante, c'est-à-dire au moins ce que je peux raisonnablement espérer de tous les scénarios alternatifs possibles. C'est vraiment la règle anglaise qui a prédominé dans le Chapter 11 comme dans le schéma et maintenant dans la directive.
Alors ce tableau montre bien ce raisonnement. Soit j'ai une valeur assez petite, par exemple de valeur d'actif, une valeur d'activité limitée, et dans ce cas-là, le pouvoir va appartenir aux extraordinaires, puisque je ne parviendrai jamais à avoir une classe dans la valeur qui peut imposer le plan. Et les extraordinaires ne vont pas s'associer à un plan pour le rendre obligatoire dans le cas de la majorité des classes. Soit, une deuxième hypothèse, c'est que ma valeur atteint au moins le montant des extraordinaires, dépasse la valeur des extraordinaires, et là, une classe de chirographaires peut imposer le plan. Mais si cette valeur n'atteint pas la valeur des actionnaires, les actionnaires n'ont plus de valeur. Puis un troisième cas dans lequel la valeur dépasse la valeur des chirographaires, ce qui a pour effet que les actionnaires sont encore dans la valeur et que par conséquent on ne pourra pas les écraser, on y reviendra plus tard. Vous voyez bien que la valeur détermine le pouvoir, pas nécessairement qu'on aura toujours utilisé la règle de valeur, puisque dans l'hypothèse, la première hypothèse, unanimité des classes, il n'y a pas de valeur. Majorité des classes, pas de valeur. Deux classes, pas de valeur. Il n'y a de valeur que dans l'hypothèse d'une classe qui impose le plan. Mais c'est évidemment la menace qui peut exister dans une situation et que chacun va examiner pour voir s'il adhère ou pas au plan qui lui est proposé. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais comment on calcule la valeur d'une classe? En fait, on la calcule en répartissant une valeur, un chiffre, selon un waterfall, une fontaine qui coule, qui remplit un bac, et puis quand il y a encore assez d'eau, elle remplit le bac d'après, quand il y a encore assez d'eau, elle remplit le bac d'après, et s'il n'y a plus d'eau, il y a des bacs qui ne sont pas remplis. Waterfall en anglais. Ce waterfall est assez structuré lorsqu'on parle de la ligne directe, c'est les sûretés, les valeurs propres qui vont dominer sur une première répartition sur la valeur du bien. Ensuite, le solde va aux privilégiés généraux, le solde va aux chirographaires, le solde va aux subordonnés, le solde va aux actionnaires, sauf qu'il existe des mécanismes parallèles qui alimentent les bacs à différents niveaux, soit les privilégiés spéciaux, le solde de la valeur d'un privilégié spécial viendra renforcer l'assiette du privilégié général, et sauf des mécanismes équivalents ou des structures équivalentes dans différents pays qui parviendront aussi à remplir le bac à d'autres points de vue. Donc ce n'est pas si simple que ça de calculer ces bacs, puisque chacun connaît son droit national et va pouvoir évidemment utiliser la loi du concours de l'ordre des rangs de son pays, mais un certain nombre de mécanismes, la réserve de propriété par exemple, vont éventuellement se confronter à des questions de droit international privé, c'est-à-dire des situations où l'actif sur lequel la réserve de propriété existe a été incorporé une première fois dans un pays, exporté dans un deuxième pays, et il faudra déterminer si ce droit est encore opposable ou pas. Il en est comme ça de beaucoup de mécanismes de droit, et on y reviendra si on a le temps. Alors, la règle suivante, c'est que donc, il faut bien fixer cette valeur. Le plus terrible, c'est que c'est, à défaut pour les parties de s'entendre, c'est le juge qui va devoir la déterminer. Alors, comme on a assez bien exprimé tantôt que l'idée sous-jacente, c'est qu'on doit donner au moins autant qu'en cas de faillite, no worse off, et autant qu'en dans le meilleur des scénarios alternatifs, le plan devant être le meilleur des scénarios alternatifs, sinon je ne vais pas le voter, ça veut donc dire que la ligne de démarcation de la constitution des classes et de la valeur, c'est ces deux bornes. Mais par conséquent, pour savoir si je préfère, et c'est vraiment la règle, il faut la comprendre, pour notamment fonder les classes, est-ce que je préfère laisser mes actifs au débiteur pour qu'il en tire des revenus supérieurs à la valeur de liquidation et que ces actifs dont il attire une valeur vont me permettre d'être payé sur ces revenus, ou est-ce que je préfère le prix de cession? C'est donc l'équation juridique de la valeur. Cette équation suppose donc que l'on calcule essentiellement les flux financiers libres disponibles. Ça, c'est ce qu'on fait dans le modèle financier d'évaluation des entreprises qu'on appelle le DCF. Donc si les flux financiers, vous les avez sur le slide, à la fin, les flux de trésorerie, qui correspondent à des plans, des numéros du plan comptable admis par la doctrine financière, eh bien, j'ai, dans le cas d'espèce, à N+1, 345 de flux de trésorerie, à N2, moins 41, moins 9, 3 et 73. Voilà donc, sur 5 ans, les flux de trésorerie utilisables, et j'ai des flux de trésorerie ensuite plus grands, les années qui suivent, lorsque le redressement s'est opéré, lorsque j'ai payé mes créanciers en 5 ans, il me reste effectivement des flux de trésorerie positifs. Je dois donc, au départ de ça, moi, juge déterminer la valeur. Le texte que vous avez sous les yeux est très clair. Le tribunal ne prend une décision sur la valeur en activité
et on va arriver tantôt sur la valeur en liquidation, que lorsque les parties ne sont pas d'accord. Parce qu'en fait, l'idée de tout ce mécanisme, qui peut apparaître compliqué, en fait qui ne l'est pas, mais qui peut apparaître compliqué aux yeux d'un certain nombre de profanes, va faire que les parties vont probablement s'entendre sur la valeur. De peur qu'on leur impose un plan, il vaut mieux s'entendre. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le gifting, c'est le fait de donner quelque chose. En fait, on ne donne rien, mais on s'entend sur le fait que la valeur permet ceci ou permet cela. Prenons un exemple, une boîte aux États-Unis est évaluée par les extraordinaires 800 millions. Pourquoi? Parce qu'à 800 millions, les chirographeurs ne peuvent pas leur imposer un plan. Les chirographeurs évaluent la même entreprise à 1,6 milliard. Pourquoi? Parce qu'à 1,6 milliard, ça dépasse la valeur des garanties, ils peuvent imposer un plan. Et puis les parties vont s'entendre, par exemple, sur 1 milliard. Pourquoi? Parce qu'à 1 milliard, on a en fait donné de la valeur à chacun. En même temps qu'on a dit 1 milliard, on est tombé d'accord sur la répartition de cette valeur entre les uns et les autres. On a dit aux garanties, tu auras un paiement 10 ans, 5 ans, 2 ans. On a dit aux chirographeurs, tu auras ceci et cela. Donc l'entente sur la valeur équivaut à une entente sur les modalités d'exécution du plan, parce qu'on préfère s'entendre que d'avoir un arbitrage du juge en la matière qui est, on le verra dans d'autres présentations, forcément aléatoire, forcément hypothétique. Et donc c'est ce qu'on appelle la théorie de l'accord contraint, c'est favoriser un accord par une règle dont le résultat final n'est pas sûr, afin que les parties aient plus intérêt à s'entendre qu'à plaider. Alors si on applique à notre exemple, il faut se dire que la question de valeur ne peut évidemment pas se réfléchir sans connaître les difficultés de l'entreprise. Parce que pour savoir si une activité a encore de la valeur dans le futur, alors qu'elle a des difficultés et un endettement, par exemple dans le cas d'espèces, assez important, il faut voir si elle va être capable de rembourser ses dettes, même avec un plan d'abattement. Ça veut dire si elle a encore une capacité de générer des revenus. Mais qui dit générer des revenus, dit générer de la valeur. Pour identifier s'il y a encore une valeur, une viabilité possible ou une faisabilité d'un plan possible, la première étape, c'est de bien examiner la raison des difficultés. Dans le cas d'espèces, par exemple, c'est l'arrêt de Liberty a fait perdre, comme je le disais tantôt, en fonds propres 1,3 million, a fait perdre un chiffre d'affaires de 2,2 millions, a fait perdre des fonds propres suite à d'autres réductions de valeur. Bref, l'impact sur les fonds propres et sur la dette, on voit bien son origine. C'est une perte sur créance qui est due en grande partie à Liberty et une perte de chiffre d'affaires. Il suffit d'adapter la structure pour que ça puisse fonctionner. Il n'y a donc pas d'impossibilité de restructurer cette entreprise. Il faut faire attention aux conséquences qu'aurait une non-restructuration. Ne pas se restructurer, ce serait perdre le facteur, ça veut dire la faillite. Ce serait perdre la confiance du service achat des grandes entreprises qui ne contractent pas avec des entreprises au bord de la faillite, ce serait la faillite. Et enfin, ce serait de devoir licencier massivement, ce serait la faillite parce qu'on ne pourrait pas payer le coût des préavis. Donc le premier travail, c'est de bien identifier dans le bilan passé de l'entreprise si les explications de l'homme d'affaires, qui a quand même une tendance à un peu édulcorer cette situation, sont exactes. Est-ce qu'on voit bien dans les chiffres apparaître effectivement la conséquence mathématique des causes identifiées? Si oui, on va pouvoir évidemment les valider et donc les tenir pour corrigibles et donc pour évaluer la faisabilité de cette correction. Le cas d'espèce est vraiment clair, on voit bien l'impact que cela a eu sur la marge nette sur vente et sur le cash flow sur capitaux propres ainsi que le ratio de solvabilité. Les conséquences sont immédiates, on les voit. Elles sont d'ailleurs comparables à celles des années, on peut les comparer à celles des années antérieures et on peut les comparer au marché, c'est-à-dire au secteur qui permet de voir si c'est raisonnable. On voit d'ailleurs aussi en comparant au ratio de Grédon que si cette entreprise ne s'était pas restructurée à N-1, N-2, qui correspond exactement au moment des difficultés de Liberty, les 4 ratios fondamentaux, c'est-à-dire le ratio de liquidité, le ratio de rentabilité sur fonds propres, le ratio d'endettement général et le ratio de rentabilité sur actifs, déclinaient comme toutes les entreprises qui sont en faillite. Ce ratio est très intéressant chez Grédon, c'est en fait un ratio général, les 3 lignes qui sont là sont les lignes en général des entreprises qui ont fait faillite. Il y a évidemment, comme dans toute approche statistique, un chiffre haut, un chiffre bas et un chiffre moyen, et ce que j'ai fait dans cette présentation, c'est de rajouter le chiffre de l'entreprise pour la comparer à celle qui tombe habituellement en faillite par le fait d'une cause qui a été identifiée.
D'ailleurs, si on exprime par une ligne jaune dans les ratios de Gredon la situation de l'entreprise, on voit que la rentabilité sur fonds propres, on voit que la rentabilité des actifs, on le voit, l'endettement général explose et la liquidité se stabilise, parce que dans le cas d'espèce, c'était particulier, puisqu'il y avait un factor. Donc effectivement, à part l'utilisation pour financer les pertes, elle n'a pas de modification de son delta de fonds de roulement spécifique grâce au facteur, qui est vraiment l'élément clé du sauvetage de cette entreprise. Donc on voit bien que l'élément essentiel, c'est que la valeur dépend d'un plan d'affaires. Qu'est-ce que je vais faire pour sauver mon entreprise? Est-ce que ce que je fais pour sauver mon entreprise est réellement la bonne réponse adéquate à mes difficultés? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est tout à fait hypothétique ou aléatoire? Ou est-ce que c'est fondé sur des débuts de mise en œuvre qui ont du sens? Est-ce que ça a un coût? Est-ce que c'est je dirais, susceptible d'être annulé par des effets de marché? Ce plan économique va effectivement permettre de calculer la valeur future, c'est-à-dire la probabilité qu'il y a une réussite de ce plan. Dans le cas d'espèce, on a réduit les coûts, fermé un atelier, on a mis en place un plan de développement de nouveaux clients qui ont remplacé au fur et à mesure Liberty. On a également mis fin aux intérims, et enfin on s'est mis en situation de pouvoir récupérer Liberty si Liberty était repris, car c'était pas impossible que Liberty soit repris. La particularité de ce client, c'est qu'il était le seul à bien connaître les chaînes au sein de l'usine et que donc tout repreneur devait normalement faire appel à lui. On a sécurisé le financement du facteur en donnant des garanties intra-groupe. On a donné des réponses aussi intra-groupe, transfert de personnel, mise à disposition de trésorerie. On y reviendra car la prise des responsabilités par l'actionnaire a une conséquence à un autre niveau. Et donc ça nous permet de dire, voilà, en cas de faillite, vous auriez eu beaucoup moins, en fait quasi rien, tandis que dans ce cas-ci, vous avez une chance d'avoir beaucoup plus. C'est parfaitement l'alternative relevant dont on parlait tantôt. Alors pour apprécier la valeur, il faut voir si ce qu'on prévoit dans le plan financier, plan d'affaires, plan de trésorerie, prévisionnel sur 5 ans, sur 10 ans, se manifeste dans les ratios. Si les ratios ne changent pas, il y a un problème. S'ils changent radicalement, ici on voit bien qu'ils changent radicalement, c'est que effectivement ces mesures peuvent être efficaces et solutionner la difficulté, que donc la probabilité que ces mesures soient suffisantes est grande. Alors là, vous avez sur le slide les numéros du plan comptable qu'il faut utiliser pour construire ce tableau de flux, et vous avez les flux qui en résultent. Et en fait, c'est ces flux, je l'ai déjà dit tantôt, mais là, vous le revoyez à travers le plan comptable, qui vont permettre de calculer la valeur. Les premières années sont difficiles, la première année est assez bonne, parce qu'évidemment, on bénéficie d'une trésorerie supplémentaire qu'on ne doit plus utiliser pour payer ses créanciers anciens, mais après, il faut quand même reprendre le flux normal de paiement, mais dans les années qui suivent, de 5 à 10, on voit un niveau relativement constant et stable de flux de trésorerie disponible. C'est donc ce tableau qui va servir à calculer un DCF, discount cash flow, c'est-à-dire d'actualiser les cash flows sur cette période et sur une période plus longue, qui donne une valeur à l'entreprise. Oui, parce qu'une valeur en activité, c'est quoi? C'est en fait la valeur que je suis prêt à payer aujourd'hui pour cette affaire, en sachant que j'aurai des revenus plus tard, d'année en année, sur une très longue période, en prenant en compte qu'au terme de cette période, qui peut être très longue, voire en réalité très très longue, ce qu'on appelle l'infini, qui n'est en fait pas l'infini, mais une période imprévisible longue, je pourrais même peut-être revendre l'entreprise. Et donc ce calcul est bien connu en mathématiques financières. C'est ce qu'on appelle le DCF, Discount Cash Flow, c'est de ramener à une valeur d'aujourd'hui la valeur des flux futurs. C'est un peu comme si je me disais, tiens, si j'achète un immeuble et que je parviens à le louer pour un loyer qui représente 5% brut du prix d'achat de ma maison, est-ce que c'est un bon investissement? La réponse est oui. Voilà, c'est le ratio utilisé, c'est 5%. Ici, on a un WACC, un coût du capital, qui va nous permettre d'actualiser sur un taux, à la fin vous voyez d'espèces ici à 8%, les flux futurs. Plus le taux de WACC est élevé, plus la valeur diminue. Plus le taux de WACC est petit, plus la valeur augmente, puisque les flux financiers qui sont actualisés ne sont pas réduits de beaucoup,
alors qu'autrement, ils sont réduits d'année en année de beaucoup, c'est-à-dire de 8, 10, 15, 20%, et un peu importe le montant exact. Voilà un calcul qui est fait. Le but de cette présentation n'est pas de vous expliquer comment on calcule la valeur en DCF, ce sera une autre présentation, mais vous voyez que dans le cas d'espèce, si on considère que le WACC était à 8,86%, je dis bien, la valeur de l'entreprise s'établirait à 1 487 000. Alors, je vous le disais tantôt, les chirographaires vont dire que c'est plus, les privilégiés, les garanties vont dire que c'est moins, mais ça veut dire que c'est plus que dans le cas d'espèce des garanties, très particulier puisque c'était un facteur et des liseurs, mais qui était à peu près de l'ordre de 800 000 euros. Donc si on avait eu, dans le cas d'espèce, une classe, eh bien cette classe aurait dépassé la valeur puisqu'elle aurait eu un espoir de récupérer comme chirographaire quelque chose dans ce 1 487 000, réparti d'après les rangs. Les garanties auraient pris d'abord 800 000, il en resterait 700 000. 700 000, les chirographaires se seraient partagés au marc-le-franc, et donc chacun aurait eu quelque chose. Donc une classe de chirographaires aurait eu quelque chose, il aurait pu imposer le plan. C'est ça la logique de la valeur. Alors bien sûr, la question de ce taux est importante. Or, qu'est-ce qui est le plus important dans ce taux? Comment se construit ce taux? Pour faire très simple, puisque cette présentation n'est pas une présentation sur la valeur, il y en aura d'autres sur la valeur, c'est que plus le taux d'intérêt qu'on utilise est élevé, plus la valeur diminue. Et pourquoi ce taux d'intérêt serait-il élevé? Parce que la prime de risque est élevée. Est-ce que vous êtes prêt à prêter à un État à du 2%, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques d'atteinte au capital. Est-ce que vous êtes prêt à prêter en Russie à du 2%? Non, parce qu'il y a un grand risque, mais à du 25% peut-être. Donc la rémunération d'un placement, si vous décidez d'acheter, de placer, est différente selon la nature du risque. Et donc il faut évaluer la nature de ce risque. Ça revient au même que de dire que si on fait une évaluation normale sur une absence de risque, on décote le prix quand il y a plus de risques. Si la maison que vous achetez, elle est située le long d'un endroit où demain on va peut-être faire une route ou implanter une éolienne, vous allez faire une décote de valeur. C'est le premier exemple que j'ai cité. Ou alors on va transformer cette décote de valeur en pourcentage de taux, et ce sera dans le WACC qu'on le prend. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est les taux de décote qui ont été utilisés pour des entreprises en difficulté. Vous voyez qu'une décote de 60% a été appliquée dans le cas 10. Une autre décote a été introduite dans un autre cas avec un WACC à 19%. Je l'ai calculé à 8% tantôt. Une autre décote de valeur a encore été faite à 60% dans un autre cas. Mais par contre, une autre société, c'était 5,5%. Donc, ce taux de risque est évidemment l'élément clé. On aura des présentations pour expliquer ce taux de risque que l'on peut objectivé, puisqu'il existe de nombreux rapports publics, dans les boîtes cotées ou non, qui donnent des bases de référence sérieuses. J'ai sur mon site une série de rapports d'expertise publics dans les boîtes cotées qui ont évidemment analysé cette prime de risque. De nouveau, des exemples. Le 434, une bonne signature, va faire un taux de WACC à 25,83%. Un autre, plus bas, à 25,83%, il va être mis en liaison avec d'autres taux de WACC pour voir la différence de valeur. Donc en fait, certes, le DCF est quelque chose d'assez théorique, puisqu'on fait un plan d'affaires qui pourra ne pas se réaliser, et on prend un taux de risque qui est lui-même une analyse relativement subjective, mais en réalité, il n'y a pas d'autre méthode pour évaluer une valeur future. Parce que quand on achète une société, on peut toujours se dire, tiens, la maison d'à côté, combien on l'a achetée? Mais ça ne marche pas bien en matière d'insolvabilité, puisque la maison d'à côté, elle est en bon état, tandis que ma maison à moi, elle n'est pas en bon état. Et je ne suis pas sûr que je vais être capable de réparer la maison. Donc il n'est pas certain que les comparables soient utiles, même si on peut travailler à rendre, je dirais, compatible ou à rendre critique le taux qu'on a retenu avec ces autres méthodes. Il y a plein d'autres méthodes, la méthode aussi de l'actif net corrigé ou des méthodes sectorielles. Vous verrez dans les slides suivants et surtout dans les présentations suivantes différents exposés sur ce sujet, mais les juges vont devoir statuer. Je trouve que le cas le plus intéressant, c'est le cas Adler, dans lequel le juge anglais, Adler étant un grand promoteur immobilier allemand, il fallait définir la valeur de ce portefeuille immobilier, et le juge a interrogé des experts sur ces taux de valorisation et ces taux de décote à appliquer à un patrimoine immobilier de manière particulièrement intéressante. C'est une décision vraiment à lire.
Alors si vous m'avez bien suivi jusqu'à maintenant, vous voyez bien que l'élément clé, c'est la probabilité de réussite d'un plan, ce qu'on appelle la faisabilité. Parce que si c'est pas faisable, ça sert à rien. Les juges anglais, par exemple, disent si même juridiquement ça ne marche pas, parce que par exemple mon jugement ne sera pas reconnu à l'étranger, ou parce qu'il y a un obstacle juridique dans des contrats qui empêcherait que ça marche, il ne faut pas venir m'embêter, ça va servir à rien. Mais il faut aussi que ce soit faisable économiquement. Il faut aussi qu'il soit viable. Ça c'est encore autre chose que faisable. C'est que dans le secteur dans lequel je suis, il est probable, possible, imaginable de réaliser les chiffres d'affaires. Donc on va étudier la viabilité économique et la faisabilité. Mais c'est à ce moment-là qu'évidemment le contrôle de la finançabilité, c'est-à-dire du financement effectif de l'activité. Dans une activité quelconque, si on n'a pas un financement de fonds de roulement et un financement d'investissement, probablement que la probabilité de succès à moyen terme d'une activité est faible. Donc le juge procède à cet examen, ça peut lui faire peur, mais en réalité, lorsqu'on rentrera dans d'autres présentations sur le détail, on s'apercevra que ce n'est pas si compliqué que ça, d'étudier la viabilité, la faisabilité d'un plan. Et c'est cette analyse-là qui sert de base à la fixation de la prime de détresse, de la prime de risque que l'on retient. Plus un taux de prime de risque ou de décote de valeur est important, moins le plan est viable. Si je disais qu'une entreprise qui saine vaudrait 100, j'applique une décote de valeur de 100%, c'est que probablement elle n'est pas viable du tout. Donc il y a des seuils et des plafonds aux primes de risque et aux décotes de valeur, à partir duquel ça ne sert même plus à rien d'aller plus loin dans une procédure, puisque, je dirais de toute façon, l'entreprise n'est pas viable. J'attire l'attention là-dessus, puisque dans les deux PRJ, avec classe ou sans classe, c'est la même règle de ce point de vue. Et donc il ne faudrait pas croire que c'est ça qui va rendre les choses plus difficiles. Par contre, parce que dans la procédure avec classe, on va devoir réfléchir sur des valeurs, les tableaux de cash flow que je vous ai montrés tantôt, il est probable que le juge trouvera des arguments économiques mathématisés critiqués d'un point de vue économique et financier pour fonder son raisonnement, là où dans la PRJ classique, où ces valeurs et ces tableaux financiers ne sont pas nécessaires, il va se fonder sur des a priori, sur des jugements de valeur généraux. Et on sait que de nombreuses entreprises, à cet égard, peuvent être l'objet de biais intellectuels, comme on dit. Certains vont penser que ce restaurant va tomber en faillite dans les 6 mois alors que ça marche très bien, comme l'inverse peut être vrai. Pourquoi ? Parce que le comportement économique n'est pas à ce point prévisible par l'être individuel que nous sommes chacun, pour éviter les biais selon qu'on est prudent, imprudent, qu'on a des parents indépendants ou salariés. Donc cette hypothèse-là, je dirais, de vérification de la viabilité par les chiffres est un avantage certain à la procédure avec classe. Alors voilà le texte, le tribunal doit vérifier s'il y a un financement, et si ce financement n'est pas préjudiciable, en fait le but c'est que si ça tombe en faillite juste après, ceux qui ont financé l'activité n'aient pas beaucoup plus de droits que les créanciers premiers, et que eux soient écrasés par ce nouveau financement. Et puis, à la demande de tout intéressé, c'est-à-dire de n'importe quel créancier, et ça c'est vrai dans les deux PRJ, je répète ça, le juge doit refuser d'homologuer le plan si ça n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la liquidation, de garantir la viabilité. C'est la condition de faisabilité et de viabilité dont je viens de vous parler. Alors, comment établir cette probabilité de manière plus rationnelle ? Le premier élément, c'est le SWOT et le stress test. Le SWOT, vous le connaissez, c'est un exercice qui doit être fait de manière indépendante et de manière sérieuse, qui va examiner les forces et les opportunités d'une entreprise à comparer à ses faiblesses et à ses menaces. Dans le cas d'espèce, voilà l'exemple qui a été utilisé pour cette entreprise. Moi, j'utilise un tableau où je cote de 1 à 5 et de -1 à -5 les différents éléments sur une échelle donc de 5 pour savoir si le résultat mathématique donne un chiffre positif ou négatif. Et d'un autre côté, qui me demande d'examiner toutes les causes de stress test, qu'est-ce qui pourrait se passer dans la pire des hypothèses concrètes rapportées au cas d'espèce pour évaluer la probabilité d'échec. C'est un premier exercice important qu'on va souvent combiner avec une analyse, je dirais, sur mesure, faite par l'analyste, des forces et des faiblesses de l'entreprise. Une analyse qualitative et quantitative avec des critères sur mesure qui peuvent être validés par le juge. Prenons un exemple. Est-ce que le dirigeant est caution ? On peut penser qu'il fera beaucoup plus attention à ses affaires que s'il ne l'est pas. Est-ce qu'il a mis en garantie certains de ses biens
par une garantie hypothécaire, encore plus. Est-ce qu'il a des successeurs? Il n'en a pas. Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est jeune? Donc une série de critères mathématiques qui permettent d'identifier la probabilité d'implication, de bonne gouvernance, de bonne réussite du projet. Alors dans certains cas, cette analyse, je dirais, qui est quand même aussi sujette à biais intellectuel, parce que le nombre d'hypothèses et la manière de les quantifier devient quand même assez subjectif, on peut craindre un biais intellectuel déjà un peu diminué par rapport à la simple appréciation non mathématisée, mais quand même encore existante, de la part de l'analyste. Alors, il y a des méthodes qui ne sont pas des outils de prédiction. Je crois qu'il n'y a personne qui peut prédire son avenir, et tout outil de prédiction, même les algorithmes ou même l'intelligence artificielle, elle n'est jamais que le fruit d'une intelligence humaine qui reproduit à des moments particuliers de l'histoire des erreurs. Donc il faut se rendre compte que l'outil ne sert qu'à encadrer le raisonnement. Alors, il y a deux méthodes bien connues, c'est la méthode binomiale et la méthode de Monte-Carlo. Dans le cas d'espèce, on a fait les deux. On a fait la méthode binomiale. On a pu vérifier dans un autre dossier d'ailleurs que l'acheteur d'une chaîne d'hôtels dont on avait évalué par la méthode binomiale le risque s'est trouvé plus ou moins confirmé. Et puis dans Liberty, on l'avait fait par la méthode de Monte-Carlo. Que ce soit la binomiale ou la Monte-Carlo, c'est quoi? C'est de calculer par des outils mathématiques de probabilité, c'est une science en tant que telle, la probabilité, la combinaison des probabilités pour vérifier si dans tous les scénarios, dans Monte-Carlo, on peut faire 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de tirages, je dirais de combinaisons de probabilités, si le prix de l'électricité augmente, mais si le prix de l'acier diminue, mais si effectivement il y a une grève, mais si le repreneur n'est pas amovible, on prend beaucoup de critères pour voir ce qu'en moyenne, sur énormément de tirages, que l'esprit humain ne peut pas faire, quel est le résultat moyen. Dans la binomiale, on ne peut le faire qu'avec quelques hypothèses, c'est parfois très appliqué. Dans un hôtel, est-ce qu'il y a du Covid, plus de Covid? Est-ce qu'on va faire du télétravail, pas du télétravail? Donc, les deux méthodes permettent d'encadrer le raisonnement et d'arriver à un résultat plus pertinent pour fonder son raisonnement, son jugement. Évidemment, l'élément ancien reste vrai, c'est l'analyse de la pertinence du business plan. C'est-à-dire de regarder si l'évolution du chiffre d'affaires, des charges, la cohérence retenue, la pertinence des éléments laisse penser dans le best case, le worst case, le middle case, aussi par une analyse de probabilité entre les trois scénarios, que ce scénario est solide. On va par exemple affecter chaque paramètre de ce plan d'affaires d'une analyse de probabilité. Combien j'ai de chances de vente à Arcelor plus dans l'année prochaine que l'année d'avant, ou effectivement combien de risques ai-je de plus que les coûts augmentent, de telle manière à ce que dans chacun des scénarios, je puisse vérifier si mes coûts fixes sont couverts, sont pas couverts, mes coûts variables, et détecter le seuil à partir duquel la probabilité de réussite du business plan n'est pas raisonnable ou n'est pas sérieuse. Oui, ça ne veut pas dire en même temps qu'on ne doit pas regarder comment on finance, parce que dans le cas d'espèce, c'était simple. C'était le groupe donne sa garantie au facteur pour continuer à couvrir les lignes des nouveaux clients et il met à disposition l'excédent de trésorerie nécessaire sans demander de garantie. Mais dans certains cas, le banquier peut prendre des hypothèques ou des gages ou exiger des contre-garanties externes qui, je dirais, peuvent affecter le droit des futurs créanciers en cas de faillite. Mais le premier sujet, c'est est-ce qu'il y a du financement, est-ce qu'il y en a suffisamment? Parce que déjà, l'absence de financement et de fonds propres ou de fonds empruntés est la cause principale de beaucoup de faillites. Il ne faudrait pas que l'absence de financement soit la cause principale de beaucoup d'échecs. Donc cette analyse du financement et de la finançabilité, parce qu'il est possible que le financement ne soit pas obtenable le lendemain de la procédure, mais risque d'être possible quelques mois plus tard. Je peux prendre un exemple de mon expérience, c'est les biotech. Le financement juste après une PRJ n'est quasi pas possible, mais je peux citer deux exemples dans ma pratique où il a été possible 6 mois, 1 an après, pour des montants très importants, de l'ordre au total plus de 50 millions. Donc pour dire que le financement s'examine au moment du plan, s'examine dans la probabilité de financement pour vérifier que, effectivement, cette entreprise pourra financer ses activités.
Ben, tout ça va se retrouver dans le business case bilantaire et compte de résultats. On va voir évoluer les grandes masses de l'actif et du passif, voir évoluer les fonds propres, voir évoluer les fonds empruntés, la capacité de diminuer le ratio d'endettement dans le temps sur au moins 5 exercices, si pas 10 exercices. Cette analyse-là accréditera pour finir l'analyse de probabilité. Enfin, la viabilité et la probabilité, enfin, les scénarios alternatifs et l'hypothèse du no worse off, ça veut dire pas moins qu'en cas de faillite, c'est vraiment le raisonnement du juge anglais. Et elle est assez fondamentale de l'introduire en Europe parce que c'est ça qui établit aussi la pertinence de l'écrasement. Dans l'affaire Hurricane, le juge anglais a pu dire qu'il n'y avait pas besoin d'écraser les actionnaires parce que l'entreprise pouvait encore être tellement viable et tellement faisable, le plan de redressement, qu'il n'y avait même peut-être pas besoin, il suffisait de modifier les échéances des créanciers. Donc ici, on va voir, par exemple dans le cas d'espèce, que le passif est exigible à court terme et ne peut pas être financé par un tiers parce qu'il n'y a pas assez d'actifs en garantie et pas de certitude à long terme, que le cash flow libre est trop petit, 100 000 euros pour rembourser une partie significative du passif, que la valeur de liquidation est très faible, donc le no worse off, qu'est-ce que j'obtiendrai en cas de faillite va être petit, donc j'ai quand même plutôt intérêt au plan que pas au plan comme créancier, et que la valeur en activité risque d'être plus grande, bien plus grande que cette valeur en liquidation. Si les deux se rapprochent, j'ai peut-être pas le même intérêt, donc l'exécution de ce plan est vraiment l'alternative pertinente, relevante, qui sert de référence au calcul des droits des créanciers. Ben, vous avez sous les yeux le texte légal qui dit bien que la PERJ, évidemment, ne peut pas avoir lieu pour quelqu'un qui n'est pas à court terme ou à moyen terme, et non pas simplement à long terme, en risque de discontinuité. Alors, attaquons-nous au plus gros morceau. Effectivement, les classes, puisque c'est les classes qui fondent la règle de pouvoir. J'ai l'unanimité des classes, la majorité des classes, une seule classe. Qui sont ces classes? Comment on les constitue? Alors qu'est-ce que c'est classer? Classer, une classe, c'est simplement le résultat d'un exercice qui est de regrouper par catégorie, les classes, des créanciers qui ont des caractéristiques similaires ou comparables, disons comparables pour bien nous comprendre. On va fonctionner sur une liste de créanciers qui va être exhaustive, qui va reprendre les créanciers titrés, les créanciers éventuellement non titrés ou les créanciers latents possibles qui pourraient se révéler, pour examiner d'abord leurs droits. Est-ce qu'ils ont des gages, des hypothèques, des mécanismes juridiques qui, en cas de faillite, pourraient leur attribuer des avantages sur les autres créanciers. On va ensuite faire un traitement en fonction de leur intérêt. C'est pour ça qu'on examine d'abord leurs droits, parce que, en fait, le but, comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est de séparer ceux qui, en cas de faillite, seraient payés, parce que eux, en fait, n'ont pas vraiment intérêt à voter le plan. Ça leur est un peu égal, puisqu'il faudrait que les propositions du plan soient bien meilleures que les propositions de la faillite, plus vite, plus, pour qu'ils aient un intérêt à le voter. Par contre, ceux qui n'auraient rien dans la faillite ont un intérêt à voter le plan. Donc on va répartir les créanciers selon ce premier axe. Quels sont ceux qui ont une chance d'avoir quelque chose dans la faillite? Quels sont ceux qui n'ont pas de chance d'avoir quelque chose dans la faillite? Quels sont ceux qui sont dans la valeur en activité? Ils ont une chance d'être payés. Quels sont ceux qui ne devraient pas être payés de cette valeur en activité? Donc on fait un premier traitement d'après les droits, un deuxième traitement d'après leur intérêt économique similaire à être traité, et puis on regarde évidemment ce qu'on leur propose. Puisque si on propose à certains plus qu'à d'autres, on ne pourra pas dans la même classe les regrouper, puisque dans la classe, on ne peut pas avoir de traitement discriminatoire, différencié ou très différencié, tandis que dans plusieurs classes, on peut traiter les gens différemment. Et puis, chaque créancier a des caractéristiques différentes, et ces caractéristiques vont évidemment devoir être prises en compte. Donc c'est vraiment ça le critère, c'est le critère de juger, de voter en connaissance de cause mon intérêt d'adhérer au plan. Comment je peux juger en connaissance de cause? 1, est-ce que je suis menacé ou pas menacé, dans tous les cas de figure? Et 2, est-ce qu'on me propose quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et auquel je peux apporter plus de crédibilité? C'est ça, classer. C'est regrouper d'après un intérêt économique comparable. Alors l'exposé des motifs a donné des exemples. Pour un certain nombre, c'est évident. En principe, le créancier garanti n'aura pas le même intérêt que le créancier non garanti. Ça permet de rappeler que la notion de classe pouvait être définie nationalement. Et la Belgique l'a fait. Elle a donné une définition nationale aux classes.
Donc c'est pas parce que l'Italie ou l'Espagne ou la France définiraient telle chose dans la classe que la définition est la même. Mais par contre, le concept de base, c'est un concept harmonisé qui vient de la directive. Donc il y a toute une question d'interprétation entre ce que le législateur national a voulu faire, ça doit être dans l'exposé des motifs, et ce que la directive lui imposait ou qu'il faut interpréter à défaut de dispositions nationales. Bon, un créancier, je dirais, chirographaire, dont la créance est payée, n'a évidemment pas le même intérêt que celui qui n'est pas payé, mais un chirographaire qui est contre-garanti par une sûreté externe, une garantie bancaire, la garantie de la SOALFI, n'a pas non plus le même intérêt qu'un autre chirographaire. Donc la différence peut jouer sur la nature de la créance, institutionnelle ou non institutionnelle, peut jouer sur les garanties attachées, peut jouer aussi sur le fait de savoir si je suis attaché à la survie de l'entreprise ou pas. Donc est-ce que je rends crédible la survie de l'entreprise? Donc plusieurs critères ont été retenus dans l'exposé des motifs auxquels il faut se référer. Le texte sur les classes aide mais n'aide pas tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'il dit en tout cas de très important, que j'ai laissé pour ce slide, c'est que les créanciers extraordinaires que sont les garanties ne sont retenus dans cette catégorie que pour la valeur de réalisation en vente forcée de leur assiette. C'est-à-dire que le surplus de leur créance nominale, un prêt de 1000, une assiette qui vaut 500, dans mon cas 500 est donc repris dans la classe des extraordinaires, 500 sera repris dans la classe des chirographaires. Donc les règles qui s'appliquent en matière de classe définissent aussi sur quoi ça porte, sur l'assiette sur laquelle ça porte. Et ce que devra contrôler le juge, selon l'article 83-17, c'est que cette répartition a été faite de manière correcte. C'est-à-dire que les créanciers partagent une communauté d'intérêt de voter le plan au sein de la classe et bénéficient d'une communauté d'intérêt au sens de l'égalité de traitement à l'intérieur de la classe. Alors, si je prends cet exemple, voilà, c'est facile. Donc, quelle espèce de factor? Pourquoi le factor est-il séparé? Parce qu'il a une assiette qui sont les créances. Je ne peux pas mettre dans la même classe le factor qu'une assiette sur des créances dont certaines seront recouvrées, d'autres pas recouvrées, que le leaser automobile, dans lequel lui a une probabilité quasi certaine de récupérer sa créance à travers la revente du véhicule automoteur. Donc c'est deux classes différentes puisque leur situation n'est pas comparable, leur assiette n'est d'ailleurs pas la même, n'a pas la même valeur. Les travailleurs, c'est avant tout une dette future de congés payés, donc de césure, de dettes nées antérieurement mais payées postérieurement. Bon, il faut les séparer. Mais les institutionnels, ils ont tous la même situation, c'est que dans le cas de la faillite, vous voyez ça à travers le best interest, ils ne seront pas payés. Parce que si on tombait, le best interest c'est la valeur de faillite, en faillite, le facteur récupérera sur ses créances, le leaser récupérera sa bagnole et la vente des actifs paiera les travailleurs, mais le créancier institutionnel ne peut, d'après une prévision raisonnable, ne rien récupérer. Donc, il va être, que ce soit l'ONSS, la TVA, le précompte, qui ont des rangs différents, on pourrait faire autant de classes qu'il y a de rangs, mais ça ne déterminera pas leur vote, et ça ne déterminera pas leur position en cas de faillite. En cas de faillite, ils n'auront tous rien, ni le premier, ni le dernier, et en cas de proposition unique pour tous les institutionnels de X% dans le plan de paiement, effectivement, ils auront le même traitement. Par contre, les fournisseurs, je peux séparer des fournisseurs classiques de fournisseurs stratégiques, exposés des motifs, ou interco, parce que l'interco est un créancier particulier, c'est un chirographaire, mais paradoxalement, s'il s'appauvrit, il s'enrichit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrase toutes les dettes de la filiale, y compris l'interco, la valeur des participations de la mère dans la fille augmente de valeur. Donc en fait, il perd pas grand-chose, il perd une créance liquide, exigible et payable de suite par rapport à des actions qui ne sont pas une créance, qui ne sont pas liquides et qui ne sont pas payables tout de suite, mais fondamentalement, économiquement, il ne perd pas autant. Donc c'est bien pour ça qu'il faut pouvoir séparer l'interco des stratégiques. On va faire des classes, on va regarder le montant de chaque classe et ça va donner un vote. Vous voyez là, il y a 5 classes sur 7 qui auraient adopté le plan. Alors pour beaucoup, le grand danger, c'est ces contestations sur les classes. Il y aurait beaucoup de contestations. Alors c'est pas vrai pour différentes raisons. D'abord, souvent la contestation ne change pas le vote. C'est-à-dire que vous soyez dans la A ou dans la B, de toute façon le vote sera le même. D'autre part, souvent, même s'il y a plusieurs classes, la proposition de paiement à plusieurs classes est même la même. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas véritablement d'enjeu. En plus,
souvent, les débats sur la classe pourraient avoir pour conséquence de faire échouer le plan, et donc de ne rien avoir que la valeur de faillite. Or, en étant dans une classe, on vous donne plus que la valeur de faillite. Donc, un pouvoir de nuisance, ça peut toujours s'exercer, mais le juge peut toujours l'écarter par l'abus de droit. En plus, la jurisprudence européenne, là je possède une base de données d'à peu près 120 décisions au niveau européen, commence à définir assez précisément les comparabilités et les non-comparabilités. On retiendra d'ailleurs une certaine flexibilité qui est laissée au débiteur, c'est-à-dire lui qui fait les classes, c'est pas les créanciers qui font les classes, c'est pas les juges qui font les classes, pour justement atteindre l'objectif de se restructurer, et des sanctions que dans des cas un peu extrêmes ou un peu vraiment particuliers. Donc cette jurisprudence permet d'avoir une certaine sécurité. Donc n'ayons pas trop peur des classes ou du contentieux des classes, il existera, mais il sera limité. Alors tout ça serait trop facile s'il n'y avait pas des règles correctrices. Trop facile, puisque une classe qui est dans la valeur peut imposer le plan, je peux faire des classes qui aboutiront raisonnablement une majorité des classes, et convaincre une classe. Alors, ça c'est très important, à ce stade il faut le comprendre, de garantie, donc les hypothécaires, les gagistes, bon ça, si je les convainc, c'est que mon plan est très sérieux, mais aussi en droit belge, une classe de privilégiés spéciaux, puisque le projet de loi classe parmi les extraordinaires les privilégiés spéciaux, je rappelle le bailleur, un privilège spécial sur les meubles meublants, le sous-traitant sur la créance qui reste entre les mains du client, le transporteur sur le prix de son transport, et donc d'autres privilégiés spéciaux. C'est souvent des petites créances, c'est souvent des fournisseurs facilement, on peut les convaincre facilement. Or, le texte de loi belge dit que le calcul de cette classe, en fait, comment on utilise la majorité en cas de majorité des classes, c'est une classe qui n'est pas ordinaire. Les créanciers privilégiés généraux, donc l'ONSS, sont ordinaires. Les privilégiés spéciaux sont extraordinaires. Donc cette classe de privilégiés spéciaux sous-traitants, par exemple, peut imposer l'implication du plan. Donc on voit bien que cette règle d'imposition du plan permettrait des abus. Donc il y a des contreparties dans le modèle américain et anglais depuis très longtemps, qui sont assez efficaces, assez efficientes, reconnues comme telles. La première, c'est le fait qu'il y a une priorité. La priorité, c'est quoi ? Bon, c'est simple à comprendre, c'est que si je ne vote pas le plan, on peut me l'imposer, mais je peux normalement bénéficier d'une priorité absolue, ça veut dire d'être payé de suite en fonction de mon rang. Ça veut dire que en droit belge, c'est en fonction de mon rang, c'est ce qu'on appelle la priorité absolue, parce qu'il y a aussi une priorité relative, mais comme c'est pas la loi belge, n'en parlons pas. Priorité absolue, ça veut donc dire que si je suis un privilégié général, on va d'abord payer les garanties, les hypothécaires, les gagistes, on va ensuite payer les privilégiés spéciaux, mais comme je suis juste en rang au-dessus, j'aurai le droit d'être payé intégralement avant les chirographeurs. Évidemment, si on appliquait cette règle de priorité absolue, de manière totale, en fait, il n'y aurait pas de solution, puisque je ne pourrais jamais payer mes fournisseurs ou mes chirographers, qui existent quand même beaucoup dans énormément de situations économiques, qu'après avoir payé intégralement l'ONSS, les privilégiés généraux, en pratique, mes chirographers vont jamais voter le plan, parce qu'ils n'auront jamais rien, il n'y aura jamais assez de trésorerie pour les payer. Et c'est donc pour ça qu'il y a des exceptions. En fait, c'est l'exception qui compte, c'est pas la règle, parce que la règle est tellement modifiée par l'exception qu'elle n'est plus tout à fait la règle. Première exception, c'est que la loi belge pouvait modifier, interpréter cette notion. Elle l'a fait avec ce qu'on appelle la valeur de réorganisation, on va l'expliquer dans le slide d'après. Et deuxième exception, c'est qu'on peut aussi écarter la priorité absolue, donc on va abandonner cette idée, si de toute façon il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire si, comme le dit le texte, pour les créanciers, il existe des motifs raisonnables d'écarter cette priorité, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre solution, et que le créancier ou le détenteur de capital n'est pas de ce fait manifestement lésé, c'est-à-dire qu'il a de toute façon plus qu'en cas de faillite. C'est-à-dire que si on fait droit à la priorité absolue, il n'a rien, parce que si je dois payer l'ONSS avant, comme je ne sais pas le faire, c'est la faillite, or il ne recevrait rien dans la faillite, donc l'ONSS ne recevrait rien dans la faillite, c'est notre cas d'espèce, alors il n'y a pas de raison d'appliquer la priorité absolue. Donc ces deux exceptions sont évidemment absolument fondamentales. Alors les travaux parlementaires l'ont clairement dit, c'est dommage que la loi ne le dise pas, parce que c'est dans les travaux parlementaires, ça ne manquera pas de poser des problèmes, de dire que
la jauge de la valeur de priorité absolue relative, en fait, aménagée. C'est ce qu'on appelle la valeur de réorganisation. Bon, c'est un concept qui vient du texte hollandais, le Bois, qui a intégré cette notion, qui est en fait la valeur que l'on peut estimer grâce, dit-il, dans les travaux parlementaires au DCF, dont je vous ai déjà parlé, qui est effectivement la valeur du plan. Alors, le plan, c'est 5 ans chez nous. Donc la valeur du plan, pour moi, je comprends que c'est la valeur qui est affectable au paiement des créanciers en 5 ans, selon, évidemment, l'ordre. C'est-à-dire que je décris cette valeur de liquidation, cette valeur de réalisation, cette valeur qui est les flux de 5 ans, je vais les affecter par ordre de rang, et s'il reste encore de la valeur de réorganisation, je dois l'affecter aux créanciers de rang supérieur. Je vais prendre l'exemple dans 2 minutes, ce sera plus clair pour vous. Évidemment, ce qu'on nous dit dans les travaux parlementaires, on voit bien là la logique de l'accord contraint, c'est vraiment essentiel, c'est que le rédacteur du plan a drôlement intérêt, pour finir, à tenir compte de cette situation, pour faire un bon plan, mais surtout pour forcer un accord. Parce que ces calculs-là sont quand même assez complexes, on va les montrer à travers notre exemple de manière simplifiée, et donc il y aura beaucoup de débats. Et donc si on veut éviter des débats, on va s'entendre. C'est une force supplémentaire du droit belge que de permettre, je dirais, de s'entendre sur la valeur de liquidation, de réorganisation. Je vous ai mis le texte parce que ça vaut la peine de le lire en disant qu'on ne peut pas effectivement déroger au détriment d'une classe dissidente de rang légal ou supérieur qui existerait dans une liquidation. Ça, c'est vraiment l'ordre priorité, c'est la priorité. Les privilégiés généraux sont avant les chirographaires. Mais à moins qu'il existe des motifs raisonnables de le faire et que les créanciers ou détenteurs ne soient pas de ce fait manifestement lésés. On insistera aussi sur l'exception du paragraphe 2, qui s'applique, d'après ma lecture des travaux préparatoires, tout autant à l'actionnaire qu'aux créanciers. C'est les créanciers ou les actionnaires qui apportent, par leur participation au plan, pour un actionnaire un refinancement, le maintien de sa participation. Si la SOGEPA continue d'appartenir à une société, peut-être que les banques vont faire beaucoup plus confiance, faire plus de crédit, que si ça devient des étrangers qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et donc, la règle je dirais de la new value, qui est exprimée au paragraphe 2, indique que le plan ne s'écarte pas de ce rang légal ou conventionnel si les détenteurs de capital s'engagent à conserver un certain intérêt ou donnent un nouveau financement, ou que leur participation est cruciale pour la continuité de l'entreprise. D'après moi, sur base du droit américain et anglais, ça peut s'appliquer aux créanciers stratégiques de la même manière, à savoir que, étant stratégiques, ils apportent une nouvelle valeur qui font échapper à la priorité absolue. Alors, si on prend notre exemple, on voit bien que les flux sur 5 ans non actualisés, c'est 370 000 euros. Si je dois payer tout de suite aux créanciers, je devrais actualiser, ça fera un peu moins de 370 000 euros, sauf si le taux d'actualisation est très élevé, 20%, auquel cas ça fera notablement moins. Mais si je paye en argent, année par année, les flux libres, effectivement, je ne devrais pas actualiser. Par contre, comme la loi va permettre de payer ces créanciers par des actifs, des actions, par des obligations, par des titres de créance, ce qu'on appelle l'equitisation, d'autres modules de formation vous diront ce que c'est, même par des actifs, des branches d'activité, là, effectivement, la valeur de réorganisation peut se calculer sur un temps plus long qu'est la valeur de l'activité ou du titre cédé à long terme. Alors, si on applique à notre cas, si la valeur de réorganisation est de 370 000 euros, a été attribuée au facteur et au leaser, en fait, il reste rien pour l'ONSS. Ceci étant dit, on avait promis à l'ONSS un paiement de 20% avec un retour à meilleure fortune chaque année de 4% prioritairement sur le cash flow positif. Il est donc probable qu'un calcul démontre que, dans l'hypothèse de ce cash flow positif, il existe une valeur de réorganisation réelle qui est attribuée à l'ONSS pour, en réalité, 40%, 20% pour les 4%, plus 4%, 20% plutôt pour la clause de retour à meilleure fortune, et qu'en aucun cas cette valeur de réorganisation d'espèces dépasserait 40% de la créance importante de l'ONSS. Donc ça permet d'écarter, je dirais, la règle de priorité dans ce type de cas. Comme je viens de l'indiquer, la règle de priorité s'applique aux actionnaires également. En fait, si on fait le point pour les actionnaires, on peut les affecter comme les créanciers. Comme je l'ai dit au début de la présentation, c'est une grande modification. Mais dans la PRJ
traditionnelle sans classe, il n'y a pas trop de base juridique ou intellectuelle à cet écrasement. On ne dit pas dans quelle proportion on peut les écraser, alors que dans la procédure avec classe qui est intimement liée à la valeur, on donne bien la mesure de cela. C'est que si la valeur en activité normale, qui tient compte de la prime de risque, mais qui aussi tient compte du redressement de l'entreprise, fait que l'actionnaire n'est plus dans la valeur, si, pour finir, sa participation est inférieure au montant des créanciers, je prends un exemple, si effectivement j'ai 500 de garantie, 500 de chirographaires, si j'ai une valeur en activité de 400, les chirographaires ne sont pas dans la valeur, l'actionnaire n'est pas dans la valeur. Si j'ai une valeur en activité de 700, les chirographaires sont dans la valeur pour une partie, pas les actionnaires. Si j'ai une valeur de 1200, les actionnaires sont dans la valeur pour 200. Cet élément va effectivement permettre d'écraser les actionnaires. Ça veut dire quoi pour être pratique? Ça veut dire que si je fais des conversions en actions de quelqu'un qui est dans la valeur avant les actionnaires, eh bien, ce droit prioritaire du créancier va écraser l'actionnaire, c'est-à-dire que dans la conversion, on va diluer l'ancien actionnaire, jusqu'au point de le diluer à l'extrême, voire de l'écarter par d'autres mécanismes du droit des sociétés. Évidemment, il peut combattre ça, l'actionnaire, et ce serait son rôle en fait. Son rôle, ce serait de refinancer l'entreprise en difficulté. S'il ne le fait pas, il est normal qu'il disparaisse. Donc, il doit soit apporter de la nouvelle monnaie, soit effectivement apporter de la nouvelle valeur, la new value dont je parlais tantôt. Dans le cas d'espèce, l'actionnaire apporte de la nouvelle valeur, il fait du financement, il reprend du personnel, il donne des garanties aux facteurs, il apporte une stabilité économique à l'entreprise. Donc dans le cas d'espèce, il eût été normal qu'il y ait une new value pour l'actionnaire. Alors ce serait encore trop simple s'il n'y avait pas une dernière règle importante, qui est le best interest. Le best interest, c'est la règle selon laquelle il faut au moins que la situation ne soit jamais pire pour chaque créancier individuel. Je fais une parenthèse, la règle de priorité s'applique à la classe dissidente. La règle de best interest s'applique à chaque créancier. Donc il faut que chaque créancier ait au moins autant qu'il n'est dans la valeur de liquidation. Alors, on peut discuter de savoir si, d'abord, cette valeur de liquidation, comment on la calcule. En Belgique, je pense qu'on a fait une interprétation qui n'est pas complètement correcte de la directive en disant que c'était la valeur en liquidation hypothétique, donc c'est des rapports d'expertise et ce n'est pas beaucoup plus que des estimations et des opinions, à la pièce, dans une vente rapide de liquidation. Dans d'autres pays, on dit que ce n'est pas nécessairement hypothétique, c'est justifié par un test de marché où on vérifie en faisant des appels d'offres raisonnables quel est le prix qu'offrerait le marché pour ces actifs, que c'est pas à la pièce, mais ça peut être dans beaucoup d'autres scénarios, voire dans le meilleur scénario possible. Par exemple, une cession dans une PRJ transfert, voire une cession en continuité d'une branche d'activité ou d'une filiale rentable selon la valeur normale de cette filiale. Alors, est-ce que c'est la valeur brute ou nette? Brute, c'est le prix de réalisation du curateur. Net, c'est lorsque le curateur a retiré ses frais et ses honoraires. Je crois que ça dépend de savoir qui réalise, mais c'est un autre débat qu'on évoquera dans d'autres formations. Et donc, en fonction de ça, je dois vérifier que l'offre que je fais au créancier est au moins égale, elle ne peut pas être pire, no worse off, ne peut pas être pire que ce qui se passerait en faillite. Dans le cas d'espèce, elle ne l'est pas. Le facteur peut espérer récupérer en cas de faillite 580 000, le leaser 46 000, les travailleurs 60 000, et pour les autres, 0. Donc c'est vraiment une hypothèse aussi meilleure que les autres. Je vous ai mis le texte légal. Il est satisfait aux critères du meilleur intérêt si aucun des créanciers dissidents, aussi bien individuellement, n'est manifestement, marge de manœuvre, hypothétique, manifestement le juge doit arriver à dire il y a un énorme écart, par rapport à une situation au cours de laquelle une procédure normale de faillite, pas de meilleur scénario, aurait été suivie. Alors ce sixième point est vraiment essentiel. Je ne suis pas sûr que le législateur belge ait parfaitement compris la portée de ça. C'était dans la directive et de nombreux pays, la France, l'Espagne, l'Italie, l'ont prévu. C'est que dans le dispositif, désormais, si l'initiative de l'ouverture d'une procédure reste du ressort du dirigeant d'entreprise, qui en a quand même une sorte d'obligation soumise à responsabilité pour éviter la faillite, il n'empêche que lorsque la procédure est introduite, des créanciers, une majorité de créanciers, voire des tiers intéressés, lorsque le tribunal est convaincu que c'est nécessaire, peuvent demander
la désignation d'un praticien de la restructuration afin d'éventuellement établir un plan alternatif au débiteur. Le praticien va d'abord aider le débiteur à faire un plan. Mais si les créanciers demandent et couvrent les coûts à la majorité des créanciers qu'il y ait un praticien, ce sera en fait indirectement un plan d'un mandataire de justice indépendant, mais qui est initié par les créanciers parce que le plan du débiteur apparaît pas suffisant, raisonnable, justifié ou suffisamment bien fait. Donc il peut y avoir deux plans. Le plan du débiteur, parce que le praticien ne pourra pas déposer son plan si le débiteur ne marque pas son accord, mais le juge pourra permettre au praticien de le déposer si les motifs du débiteur ne sont pas raisonnables. Prenons un exemple, le débiteur fait un plan dans lequel il propose un abattement énorme, mais alors que son entreprise est peut-être refinançable ou cédable, eh bien les créanciers peuvent dire non, moi je vais convertir ma créance dans le capital, éliminer l'actionnaire ancien, et de telle manière à prendre le contrôle. Ça s'est passé en Espagne dans plusieurs dossiers importants, où en réalité, cette technique qui s'est développée, la dette devient un outil de contrôle du débiteur par le canal du plan alternatif. Ça existe aux États-Unis. C'est différent parce que là, il faut attendre 2 ans. Ici, il ne faut pas attendre 2 ans. Et dans la décision Good Books en Angleterre, comme dans la décision Single Home en Espagne, le juge a dû examiner comment on organisait ces deux procédures. Mais ça veut donc dire que le débiteur est toujours soumis au risque d'un plan alternatif, ce qui peut l'amener à écouter beaucoup plus les préoccupations de ses créanciers et à réagir de manière moins égoïste que dans le modèle précédent. Alors, puisqu'on parle du praticien, soyons honnêtes que quand on examine toutes ces règles, dans de très nombreux cas, le praticien de la restructuration est nécessaire. Pourquoi ? Parce que il va aider le juge délégué à contrôler ce plan. Le juge délégué qui a un rôle de plus en plus important. Le plan ne peut pas être déposé si le juge délégué ne l'a pas revu, et au moins que formellement il considère qu'il est correct sur les classes, sur la priorité, sur ces règles essentielles. Le juge, on n'a pas le temps dans cette formation d'en parler, mais on le fera dans d'autres, peut suspendre le sursis à l'égard d'un créancier. Le praticien sera très utile à ce moment-là. Fixer la valeur en activité pour le juge ou la valeur de liquidation pour un juge dans des domaines complexes comme le biotech, l'industrie, même l'immobilier, comme le montre le dossier Adler ou le dossier Steinhoff devant les juges anglais, c'est pas simple. Parce que vaut les bâtiments, quelle est la valeur du taux d'intérêt à retenir, le taux de risque, le taux d'échec. Donc, effectivement, la valeur des scénarios, quels sont les scénarios alternatifs possibles pour la règle de priorité, et puis apprécier la viabilité, la faisabilité d'un plan. Tout ça, probablement, sera beaucoup plus facile pour les juges avec un praticien qui, lui, au contact des réalités et des négociations avec les créanciers, aura pu mémoriser de très nombreux arguments, contre-arguments, explications et faits qui vont lui permettre de délivrer au juge une information pertinente. Pour le débiteur, c'est assez important en fait. Parce que si le praticien est un homme compétent, il empêchera les créanciers de présenter un plan au nom de l'incompétence du plan du débiteur. Faire tout ce que je viens de dire, les classes, les valeurs, si on n'est pas aidé, ça va pas être facile pour le débiteur. Si c'est un mandataire de justice et pas, je dirais, quelqu'un qui aide de manière énumérée le débiteur et qui porte sa voix, probablement que la capacité d'échapper au plan des créanciers est plus grande. En plus, le levier de négociation sur les créanciers est beaucoup plus grand. Le levier de négociation, c'est si vous n'acceptez pas le plan volontairement, on vous l'imposera, vous vaudrait peut-être mieux l'accepter, on va le négocier. Mais ce levier est très fort lorsqu'il émane d'un tiers indépendant. Puis, préserver de la valeur sera plus facile pour le praticien parce qu'il fera en sorte d'organiser dans la procédure confidentielle avec peu de classes de créanciers quelques classes de créanciers affectés, ce que permet la procédure privée, de ne pas affecter tout le monde, de n'affecter que certains, les intercos par exemple et les financiers, donc de préserver de la valeur sur le marché puisqu'elle restera privée et confidentielle. Et puis de sécuriser l'approche. Mais c'est vraiment un rôle essentiel pour les aspects économiques et financiers. Je vois mal le juge saisi d'un plan, déposé 20 jours avant l'audience, critiquer le jour de l'audience avec un sursis qui se termine 5 jours plus tard, être capable, sans avoir entendu aucune partie avant, ce qu'il ne peut pas faire, puisque le tribunal n'aura pas de rôle avant cela,
Même le juge délégué recevra des arguments, mais ce n'est pas un juge du contradictoire avec des débats devant lui. Comment ces magistrats, avec la bonne volonté qu'ils ont et leur grande compétence dans certains cas, par le simple timing, arriveront à éclaircir tous ces sujets. Donc le praticien de la restructuration deviendra, à mon sens, la figure, comme elle l'est en Angleterre, comme elle l'est en France, comme elle l'est aux États-Unis, la figure essentielle de la procédure. Alors il est temps de conclure, malheureusement. D'autres formations seront données, seront accessibles, bien sûr. La première conclusion fondamentale, c'est que la procédure avec classe peut être un peu plus compliquée, mais en fait, quand on regarde bien, beaucoup plus sécurisante. Parce que tous ces sujets d'atteinte aux droits des créanciers, de viabilité, de faisabilité, sont aussi présents dans la procédure sans classe, mais là sans aucune barrière ou sans aucun encadrement. Au moins dans la procédure avec classe, il y a un encadrement de valeur qui permet de donner au juge une base rationnelle à sa décision. C'est donc beaucoup plus sûr, pas beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus sûr. Donc personnellement, je pense que la procédure avec classe va se développer, y compris pour des PME. Et vraiment, pour ne pas vous laisser sur votre faim, pour finir, on peut se demander dans quel cas une procédure avec classe est vraiment utile, indépendamment de cette considération générale. Le premier cas, c'est lorsqu'il y a des créanciers qui ne sont pas partisans du plan, qui risquent de représenter plus de 51%. Là, effectivement, on va au casse-pipe en les faisant voter. Il y a des cas où une partie des garanties ou des privilèges spéciaux ne vont pas donner comme créancier extraordinaire, dans la PRJ classique, un accord de déroger aux 24 mois. Il faudra les payer à 100% et en plus en 24 mois. Alors que dans la nouvelle procédure, on ne doit pas les payer à 100% et pas nécessairement en 24 mois, ça peut être en 5 ans, et on peut les abattre pour autant que les autres règles vont exister. Il y a également le fait que la nouvelle procédure peut s'imposer lorsque les actionnaires refusent toute modification à leur statut. Ils ont des actions, ils veulent conserver la valeur future de leurs actions. Or, la conversion de créances en actions ou le traitement des créanciers avec la valeur future, par exemple des obligations convertibles ou de l'equitisation, est le seul moyen de rembourser une dette beaucoup trop grande pour une société qui n'a pas maintenant un chiffre d'affaires et donc une capacité financière importante, mais qui aura demain une capacité financière importante. Puis, lorsqu'il y a effectivement des créanciers obligataires, parce que les classes vont permettre de traiter les obligataires de manière différente. Et enfin, pour conclure, parce qu'il y a encore plein d'autres raisons, le but n'est pas de faire un exposé exhaustif, c'est notamment lorsqu'on veut faire des traitements différents, puisque les classes inhèrent une situation différente, puisqu'elles sont différentes mais comparables dans la classe, mais à l'extérieur de la classe, elles ne sont pas comparables, ce qui veut donc dire que, d'après moi, les règles de discrimination issues de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à propos des articles 10 et 11 de la Constitution ont probablement changé de nature. Voilà donc pour cette formation, je vous remercie et bien sûr, je vous invite à rejoindre les autres formations que j'ai le plaisir de vous donner.